commence par le statut des anciens présidents de la République, avec cette déclaration du Premier ministre hier soir, Édouard Philippe, qui dit « Il n'est pas illégitime ou scandaleux de faire en sorte que ceux qui ont été présidents de la République aient une pension de retraite et puissent vivre dignement. » On va donner quelques chiffres. La pension de retraite, c'est plus de 6 200 € bruts mensuels. Alors, ça peut se cumuler avec d'autres pensions de retraite et ça peut aussi se cumuler avec 14 000 € comme membre à vie du Conseil constitutionnel si le président siège à ce dit conseil. Il y a des bureaux, il y a du personnel, il y a une protection policière. Bref, les présidents nous coûtent de l'argent. Est-ce qu'il faut payer pour ces anciens présidents? Et si oui, pendant combien de temps, Sarah Legrain? Écoutez, je crois qu'en tout cas, c'est un petit peu disproportionné d'appeler pension de retraite quelque chose qui est déjà de ce montant-là. Puis vous l'avez dit, il y a un cumul en fait entre la pension elle-même de 6 200 € par mois qui fait déjà une certaine somme à l'année, puis une certaine somme au nombre d'anciens présidents, mais aussi c'est cette rémunération liée au fait de siéger au Conseil constitutionnel. Et à cela s'ajoute l'existence d'un véritable bureau pour quelqu'un qui officiellement n'a plus de fonction, n'est plus président de la République et qui se retrouve avec 7 collaborateurs, des voitures de fonction, etc. Alors nous, à la France Insoumise, nous avons mis en cause ce coût-là des anciens présidents de la République. Notre député Daniel Obono, en juillet dernier, avait déposé un amendement, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour justement remettre en cause ces avantages-là. Et il faut bien se rendre compte que dans l'état actuel du pays, avec des retraités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, avec une demande forte d'intervention populaire et un fort rejet de la monarchie présidentielle et la présidentialisation du régime, ces privilèges acquis pour les anciens présidents sont très légitimement donc vous dites quoi? Il faudrait que ça s'arrête au bout de quelques années? Il faudrait réduire l'environnement des présidents, au moins de collaborateurs? Mais difficile de répondre à cette question-là dans la mesure où, vous savez, pour la France Insoumise, la fonction même de président est contestable. Et nous sommes pour sortir d'un régime de monarchie présidentielle qui est celui de la Ve République. Mais donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, je vois mal comment d'anciens présidents, au motif qu'ils ont été présidents, devraient bénéficier d'autant d'avantages. Donc, on pourrait si vous arriviez au pouvoir, ce serait supprimé? On pourrait le calquer. Si nous arrivions au pouvoir, et c'était ce que disait Jean-Luc Mélenchon au moment de la présidentielle, nous jetterions les clés de l'Élysée dans la Seine. C'est-à-dire que... Oui, la question serait la même avec un Premier ministre, il y aurait toujours un chef de l'exécutif d'une manière ou d'une autre. Donc, bien sûr, mais c'est l'idée de calquer des retraites qui sont les retraites sur des fonctions, en lien avec aussi le métier qui a été exercé. En général, il y a aussi eu soit un poste dans la fonction publique, soit des mandats précédents, et du coup, il y a des cumuls de retraite de mandats. Donc tout cela semble effectivement, il semble légitime de remettre tout cela à plat, et puis de contester la figure même du président, dont nous n'avons pas forcément besoin dans une démocratie, dans une république. Moi, je trouve que c'est des problématiques totalement inintéressantes parce que si on le ramène à ce que ça coûte... Non, mais je ne peux pas le débat en soi, mais de vouloir se poser ce genre de questions, mais de vouloir porter cette proposition politique-là, je trouve ça parfaitement inintéressant. Parce que si on le ramène à la moyenne des Français, ça coûte juste rien. De toute façon, un ancien président de la République, il représente toujours... le fait, ou la France, en quelque sorte, il vaut mieux ça plutôt que si, comme d'autres chefs d'État étrangers qu'on a pu voir, ils se mettent à devenir des hommes pailles et à servir d'État d'intérêt, et où, pire d'ailleurs, que pendant leur fonction, pour essayer de construire une fortune, ils commencent à entretenir des liens avec je ne sais quel intérêt privé. Donc franchement, mais c'est d'une démagogie mais absolue, ça ne changerait rien au destin de personne. On pourrait éventuellement se poser la question d'un cumul, c'est-à-dire de dire si quelqu'un a déjà droit, parce qu'il a exercé beaucoup, comme François Hollande par exemple, il a déjà exercé beaucoup de mandats pendant un certain nombre d'années, admettons qu'il y a président de la République, député de Corrèze, conseiller Cour des comptes, président du Conseil général de Corrèze. Non mais voilà. Ça fait 15 000 € net. Voilà, admettons, dans le cas de François Hollande, a priori c'était plus. Mais... Non, c'est ça, 15 000 € net, et il a renoncé aux 14 000 € bruts. Il a quand même fait adopter, il a supprimé certains mais franchement, c'est comme de dire payons les gens moins, mais c'est la même logique que de vouloir réduire le nombre de parlementaires, comme si on pouvait transiger avec le coût de la démocratie. D'autant plus que ça représente, encore une fois, quasiment rien d'un point de vue statistique. Ce qui m'étonne, c'est que vous fassiez comme si c'était une garantie de la démocratie. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur le coût des parlementaires, c'est-à-dire mettre en avant le coût des parlementaires quand les parlementaires sont les représentants du peuple. Mais précisément, un ancien président
déjà, moi j'ai du mal à considérer que la fonction présidentielle soit indispensable dans une république, et je pense que dans la Ve République, vous auriez un ancien Premier ministre, ça reviendrait au même, ça serait attaché à la fonction. Vous parlez de fonction de démocratie. En réalité, en quoi un ancien chef de l'exécutif a-t-il encore des fonctions, est-il encore utile à la démocratie? Je suis d'accord avec vous que parce que le jour où on le prendrait dans l'autre sens, vous auriez un président ou une veuve qui serait dans la misère, on ferait des pétitions en disant regardez, c'est indigne, il a servi la France, machin. Non mais attendez, franchement, si vous regardez comment actuellement, de quelle catégorie sociale est composée aujourd'hui la classe politique et particulièrement le président de la République, si vous voulez, je trouve que pour le coup c'est un peu démagogique de votre part de faire comme si la suite de votre raisonnement, c'est d'arriver exactement, cela dit, dans le monde dans lequel on est en train de vivre, dans des oligarchies, parce qu'il y aura que les gens qui auront d'ores et déjà les moyens de s'engager en politique. C'est exactement là où on est en train d'en arriver. Là, nous allons peut-être être d'accord, monsieur. Par exemple, moi, je suis pour l'instauration d'un statut de l'élu qui permette justement à tout un chacun, à toute citoyenne, tout citoyen, précisément, ça me paraît plus intéressant comme ligne de raisonnement. Ce serait quoi, mais vous voyez, donc c'est pas la question. Par exemple, en fait, on pourrait imaginer un statut militant, un statut de l'élu qui facilite le fait de mettre entre parenthèses une carrière politique et une carrière professionnelle, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puis ça dépend des professions aujourd'hui, et qui permettent en fait à tout un chacun, à un moment, d'exercer un mandat politique, et puis de revenir ensuite dans sa vie professionnelle, ce qui éviterait d'abord la tentation du cumul du mandat dans le temps, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, une fois qu'on est politique, c'est devenu une profession, et on ne sait plus, on ne saurait plus retourner, on ne pourrait plus retourner dans une profession. Donc pour faciliter une navette entre la vie politique et la... Moi, je suis aussi pour un statut du militant et de l'élu, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, par exemple, nous avons, à l'Assemblée nationale, nous faisons partie des rares groupes parlementaires où nous avons quelqu'un comme une aide-soignante, un ancien conseiller clientèle, etc. Des gens qui ont fait exercer des métiers qui n'avaient rien à voir avec la politique auparavant. Mais ce n'est pas si simple que ça de se mettre à militer, de se mettre à passer autant de temps dans sa vie à l'activité D'ailleurs, la politique. génération des députés socialistes du quinquennat précédent l'a éprouvé. C'est-à-dire qu'avant, pour le coup, c'est une forme de progrès. Avant, vous étiez souvent engagé, ensuite, dans des cabinets d'avocats notamment, pas pour vos compétences juridiques, mais pour le carnet d'adresses que vous étiez censé avoir en tant qu'ancien législateur, en quelque sorte. Et là, les anciens députés socialistes du quinquennat Hollande ont eu, pour beaucoup d'entre eux, enfin ceux qui ont été battus, de la peine à retrouver justement des situations professionnelles. Ça n'est pas un progrès. Le progrès, c'est simplement qu'on n'utilise plus, qu'on n'engage plus les gens uniquement pour, en quelque sorte, faire du trafic d'influence plus ou moins habilement maquillé. En revanche, effectivement, incontestablement, il est difficile de passer de la vie civile à la vie politique, parce que c'est compliqué, notamment aussi dans les entreprises. Alors pour peu que vous ayez des engagements de gauche, par exemple, qui sont, si vous venez du secteur privé, qui ne sont pas forcément adorés par les patrons des entreprises, non mais c'est un fait. Donc je pense que la démocratie, pour le coup, il faut la défendre. Elle a un coût. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant que de se préoccuper, parce que ça joue quand même sur le registre de la jalousie, le truc du président, de la rémunération des présidents. Je vous interromps 2 secondes. Je crois que la question des privilèges n'est pas... C'est autre chose que la question de la fonction. Je vais vous redonner la parole à l'un et à l'autre. On a l'image du... puisqu'on parle de président de la République, on va regarder Emmanuel Macron qui est en train... oui, c'est vrai, qui est en train d'arriver à Dole. Alors je ne sais pas comment on prononce, j'aurais dû m'enseigner. Dols, pardon pour les habitants de l'Indre. Déol, voilà, on me le souffle dans l'oreillette, donc ça y est, je vais dire Déol à partir de maintenant. Voilà, il doit rencontrer dans quelques minutes plusieurs dizaines de chefs d'entreprise. Voilà, des images de Sacha Robin, et on sera peut-être avec Loïc Signor dans quelques minutes. Emmanuel Macron, il est tout jeune, donc il va nous coûter cher si on continue de... donc réalisons jusqu'à ce que mort s'en suive. Réalisons-le jusqu'à... la nôtre ou la sienne, on ne sait pas. En retraite, en protection, etc., il va nous coûter cher. Effectivement, c'est vraiment là qu'il aura atteint un tel degré des aveux dans la population, si le seul argument, c'est d'essayer d'éviter de payer trop de retraite à M. Macron pour le réélire. Non, mais plus sérieusement, je crois que ça touche à la question qui est une question vraiment importante en ce moment, qui est la question des privilèges et du sentiment, vous avez dit le mot vous-même, d'oligarchie, du sentiment qu'il y a finalement une caste qui dirige et pour qui la vie n'est pas qui n'ont pas la même vie que les gens qui sont censés représenter. D'abord parce qu'ils sont issus de catégories sociales. Soit un privilège. Le recasage de gens au Conseil constitutionnel ou ailleurs pour service rendu, le recasage de gens à l'inspection générale ou dans je ne sais quel, au Conseil économique,
au Conseil constitutionnel, qu'est-ce que vous pensez du fait que les anciens présidents ils touchent 14 400 € par mois en et même les anciens premiers ministres, puisque là on en a deux déjà, puisque ça dépend. Oui, on a Laurent Fabius, on a Alain Juppé qui arrive et il y a Lionel Jospin qui repart. Oui, parce qu'il se trouve qu'ils ont été anciens premiers ministres. Oui. Mais ce n'est pas sur ce critère-là. Non, mais est-ce que ça juridiquement parlant, en tout cas, est-ce que ça renforce pas, je vais reprendre le terme que vous employez l'un et l'autre, ce sentiment d'une oligarchie qui finalement se partage un peu les postes et le fromage de la République. Ce qui est assez regrettable, je trouve, dans le cas du Conseil constitutionnel, c'est qu'il y a quand même des grands juristes. Le Conseil constitutionnel, c'est censé être quand même une forme de cour suprême dans ce pays. Alors, je ne doute pas qu'Alain Juppé ou d'autres aient de véritables compétences juridiques, mais je pense qu'il y a des gens qui en ont bien plus qu'eux. Et on ne peut pas s'empêcher de voir là, dans les mécanismes à l'œuvre, des espèces de petits calculs politiques. Et vous avez vu, certains s'en sont émus d'ailleurs. Ah oui, mais je préférais ça plutôt que de mettre Pierre Moscovici ou machin. Enfin, tout ça ressemble à de la tambouille. C'est-à-dire que c'est comme si, à l'heure actuelle, la galaxie au pouvoir est en train de considérer que la crise des Gilets jaunes, c'est derrière nous et qu'on peut repartir de plus belle. Donc là, je pense que vous êtes d'accord l'un et l'autre. Je trouve que oui. Mais après, indépendamment des personnalités en question, parce qu'il n'est pas illégitime que les gens qui ont été nommés le soient. Probablement y avait-il des personnalités plus légitimes. Alors moi, je poserais même la question de la nomination et du fonctionnement de cette institution-là. Le Conseil constitutionnel, il a quand même un pouvoir assez fort, même très fort. Et c'est une instance juridique qui peut casser des lois au motif qu'elles seraient anticonstitutionnelles. Et dès lors, le fait qu'il soit composé de membres qui sont des membres nommés, qu'il soit composé de personnalités qui sont des personnalités politique de façon affirmée, puisque ce sont des anciens présidents, parfois des anciens ministres, etc., jette un doute sur la nature même de cette instance. Et dans une république où on viserait la meilleure séparation des pouvoirs possible, on devrait imaginer un Conseil constitutionnel qui soit formé de juristes, soit formé aussi finalement de citoyens qui, en tant que citoyens, interpréteraient la Constitution, mais ça aurait plus de légitimité à mes yeux que finalement une instance qui a rendu jusque-là des décisions très politiques, quand on voit que je crois que 14 mesures de loi proposées pour la lutte contre l'évasion fiscale ont été rejetées dans les 5 dernières années. Ça dit quand même une certaine orientation politique de ce Conseil constitutionnel. Et finalement, il devient non pas un contre-pouvoir, non pas une instance qui fait vivre la démocratie, mais au contraire, un lobby. D'ailleurs, il est lui-même, c'est une des instances les plus opaques en termes de pression des lobbies. Et c'est finalement plus un poids politique qui pèse sur la vie démocratique du pays qu'un contrepoids, qu'un contre-pouvoir qui serait intéressant. Et surtout pour que ce soit un vrai contre-pouvoir, c'est pas tant le principe de la nomination en tant que tel, c'est le fait que, regardez la Cour suprême américaine, les gens sont nommés, les juges sont nommés, mais ils passent au travers d'un processus extrêmement rigoureux, où les gens sont obligés pour le coup, où tout est jusqu'à leur vie personnelle. On s'en souvient à l'automne dernier, avec le cas du juge dont le nom m'échappe, mais qui était accusé de violence sexuelle dans sa jeunesse. Et donc, qui a finalement été confirmé malgré tout, mais par la majorité justement du Congrès américain. Et je trouve que là, même si il faudrait un vote. Mais formellement, c'est le cas. Formellement, Alain Juppé a accepté hier ça sera soumis au vote sa nomination. Il aurait peut-être dû attendre, dire qu'il acceptait la proposition, ou que le cas échéant, il accepterait, mais il aurait peut-être dû attendre que ce soit validé par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Mais on voit bien que c'est, à partir du moment où le président de l'Assemblée nationale l'a décidé, il n'y a pas de vrai travail. Et donc il faudrait une commission d'enquête parlementaire. Il faudrait une vraie culture. Il faudrait un parlement qui justement soit dans une vraie culture de contrôle. Et c'est-à-dire que là, on est totalement dans autre chose, parce qu'on peut toujours faire des standing ovations à Richard Ferrand. Dans les faits, cette majorité-là est elle-même porteuse d'un esprit anti-parlementaire ou anti-parlementariste, comme la France insoumise par ailleurs, avec l'espèce de dégagisme. Pourquoi comme la France insoumise? Mais si, parce que le dégagisme, en essayant de faire croire que tous les hommes politiques... Non, monsieur, c'est pas correct de dire ça, parce que quand nous défendons... Alors justement, quand nous défendons la 6e République, quand nous défendons donc un régime beaucoup plus parlementaire que le régime actuel, qui est un régime ultra-présidentiel. Moi je parle de dégager les touches. Nous ne sommes pas, et précisément, en l'occurrence, quand vous regardez la question de dégager les touches, c'est dégager des instances qui ne sont pas des instances démocratiques. Non, mais vous parliez des gens, vous ne parliez pas juste des instances, vous parliez des gens, des parlementaires, ce ne sont pas des monarques. On veut en finir avec la monarchie présidentielle, et c'est ça le sens de la 6e République. Et je voulais aussi évoquer le cas de M. Juppé, parce qu'en l'occurrence, le Conseil constitutionnel, ici, l'actualité révèle, pointe du doigt aussi autre chose. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont... vous avez une caste politique aussi, qui est constituée
constitué parfois de repris de justice, de personnes qui ont été inquiétées par la justice, dont on pourrait s'attendre qu'elles soient inéligibles et qu'on ne les retrouve nulle part et qui se retrouvent maintenant dans ce qui est censé être l'instance suprême qui garantit la démocratie, la constitutionnalité des lois. Inéligible à vie. Il a eu une peine, enfin voilà, elle a été. Oui, mais je pense que ça fait partie justement du sentiment qu'il y a. C'est aux citoyens de décider s'ils ont. Mais vous savez très bien que la justice étant assez facilement, et ça pourrait, vous feriez bien de vous poser la question, la justice étant parfois politisée, on pourrait condamner des gens, par exemple de la France Insoumise, dans des procédures dont il me semble que vous-même vous considérez qu'elles sont injustes, et à l'arrivée on vous dirait désolé, vous êtes inéligible. Parlons-en, mais nous on a toujours dit pour le coup l'inéligibilité, on tenait à cette inéligibilité en cas de vous en serez les premières victimes. Et en réalité, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que justement c'est l'opposition et ce sont beaucoup les citoyens et les gilets jaunes qui tombent sous le coup de condamnations de justice extrêmement dures et qui voient en fait des repris de justice qui souvent. Mais dans le cadre d'une nomination, ça pourrait être un critère, mais pas pour une élection. Pour une élection, c'est le citoyen. Le temps file et on va parler de la baisse du chômage dans un court instant. On fait un passage par l'Indre avec Loïc Signor qui va nous expliquer ce qui doit se passer dans les minutes à venir avec cette nouvelle étape du grand débat national présidentiel. Loïc. Ouais, ce deuxième débat qui va tout juste, qui va commencer dans quelques minutes maintenant. Emmanuel Macron, le président de la République, est arrivé à Déol, ici, sur cette zone aéroportuaire où a lieu donc ce débat avec des chefs d'entreprise. C'est pour la première fois l'économie qui s'invite dans ce grand débat national après les élus à la mi-journée à Gargilès. Eh bien, c'est à Déol, tout près de Châteauroux, qu'Emmanuel Macron va débattre à huis clos. Il n'y aura pas de caméra à l'intérieur de cet entrepôt où le président de la République va débattre avec une cinquantaine de chefs d'entreprise issus du tissu d'entreprise ici dans l'Indre. Emmanuel Macron qui est accompagné pour l'occasion du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, et c'est un exercice qu'il répète donc une nouvelle fois dans la journée, ce débat avec des chefs d'entreprise ici. Ils sont donc une cinquantaine. Certains sont en réussite, ont même participé, vous le savez, à cette boutique officielle du Palais de l'Élysée, notamment pour produire des produits qui sont vendus sur la boutique de l'Élysée, et d'autres qui ont plus de peine à réaliser des bénéfices ici dans l'Indre et qui vont poser des questions, ces chefs d'entreprise, au président de la République dans cet entrepôt. Le débat va commencer là dans quelques minutes. Merci beaucoup Loïc Signor, à tout à l'heure sur CNews dans nos prochains journaux ou dans ce Ça se dispute. Ça vous fait réagir, Jean-Sébastien Ferjou? Parce que je trouve ça quand même assez drôle qu'on continue à appeler ça des débats alors que ça ressemble plus à un grand O, vous savez, cet exercice à Sciences Po, un grand oral où vous répondez à des questions. Un débat, c'est ce qu'on est en train de faire là. On se répond, c'est pas moi qui suis en train de poser des questions et puis vous qui me répondez en permanence. Emmanuel Macron, jusqu'à présent, n'a pas fait des débats, ni grands ni petits. Il a répondu à des questions. Il a fait une espèce de super assistante sociale, j'ai réponse à tout. D'ailleurs, quand on vérifie, c'est drôle d'ailleurs que personne dans un pays si friand de check news ne se soit vraiment penché sur la réalité de ses réponses et qu'on ait considéré qu'il était dans une performance extraordinaire. Quand vous parlez avec des magistrats à la Cour des comptes, entre autres, en off, ils vous le disent, ou à des inspecteurs des finances, il y avait quand même pas mal de réponses d'Emmanuel Macron qui étaient au minimum inexactes, si ce n'est complètement fausses. Donc on n'est pas dans un grand débat, arrêtons d'appeler ça un grand débat. Le grand débat, il existe par ailleurs dans le pays, mais quand le président de la République y est présent, non, il répond à des questions. Un mot sur ce grand débat. J'imagine que vous allez nous dire qu'il y a une surmédiatisation mais qu'en réalité, du président de la République. On a bien du mal à parler du contenu, c'est ce que vous dites d'une certaine façon. C'est finalement, il y a des débats dans le pays. Moi, j'entends les gilets jaunes qui ont des revendications très fortes avec des contenus. Le référendum d'initiative citoyenne, je trouverais ça intéressant qu'on en débatte. On dépose une loi à l'Assemblée nationale, le groupe France Insoumise dépose une loi sur le référendum d'initiative citoyenne. Ça, ce serait des contenus à discuter. La réforme fiscale, le rétablissement ou non de l'ISF, un impôt progressif, etc. Et on a l'impression finalement que Emmanuel Macron... Ces questions lui sont posées, mais vous regrettez le fait qu'il n'y ait pas de vrai échange. Mais en fait, on ne fait que montrer des espèces de performances où effectivement il est là, il répond à des questions, mais on ne sait même plus quel est le contenu, parce qu'en fait c'est des choses qui durent. Il y a une dévalorisation de la parole présidentielle en plus, parce que ça dure des heures. On n'a finalement rien de tangible qui sort de ce débat, et puis on les annonce. Si le président annonçait des mesures, on lui reprocherait de décider avant que le grand débat soit terminé et avant d'avoir fait remonter toutes les revendications. Il a aussi déjà expliqué qu'il ne changerait pas de cap politique. Donc à un moment, on a le sentiment que oui, effectivement, c'est une performance, un show. Bon. Et puis je tiens quand même à signaler qu'on est dans un moment de campagne
européenne, de pré-campagne européenne, et qu'on a du coup un président de la République qui, aux frais de la République, fait une tournée de France et fait la publicité de son programme, parce qu'il ne cesse de parler de son programme, et il annonce même qu'il mettrait dans le référendum des choses qui sont plus son programme que les demandes des Français. Allez, on parle du chômage. Emmanuel Macron qui va certainement s'appuyer sur les chiffres du 4e trimestre, baisse de 0,3 points, 8,8% de demandeurs d'emploi. C'est le, je mets des guillemets, meilleur taux de chômage depuis 2009, Laurie Canac. 10 ans qu'il n'avait pas été aussi bas. Le taux de chômage en France au 4e trimestre atteint les 8,8%. La ministre du Travail, qui s'était fixée comme règle de ne pas commenter les chiffres à tout va, ne s'en est cette fois pas privée. C'est une très bonne nouvelle. C'est dû notamment aux réformes du marché du travail qui commencent à produire leurs effets. On en attend plus tard. La baisse est réelle dans toutes les catégories. Chez les jeunes, par exemple, ils sont désormais 18,8% à chercher un emploi, soit un recul de 1,7 point en un an. Un chiffre encourageant dans un pays où les politiques publiques sont souvent restées impuissantes face au chômage des 15-24 ans. Chez les 55-64 ans, le taux d'emploi progresse également. Un phénomène en partie expliqué par la réforme des retraites, qui conduit les seniors à rester plus longtemps sur le marché du travail. En regardant de plus près, le chômage baisse, mais moins vite que l'année précédente. Moins 100 000 chômeurs en 2017, contre moins 40 000 en 2018. Malgré cette tendance, le gouvernement a réaffirmé son ambition d'atteindre les 7% de taux de chômage d'ici la fin du quinquennat. Donc ce taux de 8,8% jamais atteint depuis 10 ans, on dit quoi? On dit merci Macron? Il faut déjà regarder les statistiques elles-mêmes, parce que rien que quand vous lisez les chiffres de l'INSEE, 90 000 baisse du nombre enfin le solde en tout cas, et sur le même trimestre, il n'y a eu que 16 000 créations d'emplois. Donc c'est pas les créations d'emplois qui sont pétaradantes du tout. Il y a par ailleurs des biais statistiques assez surprenants, parce que 17% de baisse sur la catégorie des 15-24 ans, ce qui est 5 fois plus que l'écart moyen. C'est-à-dire que vous regardez une courbe sur les 10 dernières années, puis hop, enfin en l'occurrence comme ça. Ouais. Statistiquement, c'est assez improbable. Donc il faudra quand même regarder un peu plus dans le détail ces chiffres-là. Maintenant, il y a quand même une tendance. Et heureusement, depuis la mi-2015, effectivement, le chômage baisse en France. Ce qui est perturbant, c'est qu'il baisse bien moins en France que dans le reste de la zone euro ou que dans le reste du monde de manière générale, qu'un certain nombre des pays voisins de la France sont quasiment en plein emploi et que nous, on en est encore très loin. Donc après, le paradoxe, je trouve, de l'argumentation de Mme Pénicaud, c'est que c'est parfaitement défendable, la politique, enfin, en tout cas, moi, je peux la comprendre ou la défendre, la politique de réforme du marché du travail, même si je pense qu'elle ne peut avoir qu'une efficacité limitée. Mais surtout, la logique même des réformes structurelles, c'est dire quand il y a de la croissance, alors à ce moment-là, vous créez plus d'emplois. Il n'y a pas de croissance. Donc son argumentaire, tout simplement, il ne tient pas. La croissance qui est souffreteuse et qui est sans doute impactée d'ailleurs par ce trimestre de crise des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'il faut regarder de près ces chiffres-là. Tout dépend de ce qu'on appelle un chômeur. Et tout dépend du coup de ce qu'on appelle une baisse du chômage. Est-ce que cette baisse du chômage veut dire que toutes les personnes qui sont plus comptabilisées comme chômeurs sont actuellement en emploi? Ce n'est pas le cas. Vous en avez 1 sur 5 parmi ces gens-là qui a trouvé un emploi. Qui sont les autres? Une bonne partie d'entre eux sont des personnes au contraire qui ont été radiées, retirées des listes des chômeurs, pas actualisées. En général, c'est plutôt le signe d'un découragement pour quelqu'un qui n'a pas trouvé d'emploi. Il faut rappeler la situation aujourd'hui en France, qui est que pour 40 chômeurs, vous avez à peu près une offre d'emploi pour 40 chômeurs. Donc c'est ce qu'on disait, c'est ce que vous disiez sur la création d'emplois, c'est-à-dire qu'on a du mal à croire à des chiffres de baisse du chômage alors qu'il n'y a pas de création d'emplois conséquente. Pire, on constate qu'une partie d'entre eux sont ceux qui sont entrés en formation. Mais vous voyez, malheureusement, ça c'est un grand discours qu'on entend de la part du gouvernement, c'est on a fait beaucoup d'efforts sur la formation, comme si la formation créait de l'emploi. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, c'est pas parce que vous mettez les gens en formation qu'en réalité, ils ont quitté leur statut de chômeur. Et pour cela, quand on compare, en fait, on a les chiffres de l'INSEE, c'est toujours une guerre des chiffres, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'INSEE ne comptabilise pas un certain nombre de personnes qui, en réalité, travaillent 4 heures par semaine, 5 heures par semaine, et qui sont considérées comme
ayant un emploi, alors que on peut se poser la question dans la société dans laquelle on est, est-ce qu'on considère que ça, c'est travailler? Alors, et ce qui se passe, c'est l'explosion de la précarité. C'est ça que j'essaie de dire, parce que pour le coup, là, on va avoir un désaccord, c'est que les pays à côté où on voit le chômage, où vous dites on a un plein emploi, etc., il faut quand même aller regarder de près, parce que si c'est... Oui, il y a l'exemple américain avec un taux de chômage à 4%. Ou si c'est des mini-jobs, des emplois qui ne correspondent pas à un emploi réel, qui ne permettent pas de vivre, ce que vous faites, c'est que vous faites exploser des chômeurs, des travailleurs précaires. Vous faites en fait, vous ne réglez pas la question de la pauvreté, vous avez énormément de travailleurs pauvres. Alors sur la précarité, la vraie question, c'est celle de la création d'emplois, et c'est ça qu'il faudrait plutôt interroger de la part du gouvernement. Sur les contrats précaires, sur les contrats précaires, il y a une négociation qui arrive dans sa dernière ligne droite en ce moment entre les partenaires sociaux sur l'assurance chômage. L'objectif, c'est de lutter contre cette précarisation extrême de l'emploi. Il y avait la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui était sur CNews dimanche, dans la grande émission politique de CNews. Elle rappelait en quelque sorte la feuille de route. On l'écoute. On a créé un système, des règles, qui, du côté employeur comme salarié, font que il y a des employeurs, pas tous, mais certains, qui ont, et notamment dans certains secteurs d'activité, qui ont commencé à dire finalement, la personne a l'assurance chômage, et moi je l'appelle, vous pouvez venir demain ? On a réinventé les journaliers. Moi, ça me scandalise, parce que quand c'est la même personne, et 7 fois sur 10, c'est la même personne qui est rembauchée pour le même job. Muriel Pénicaud, la même personne. votre ligne rouge, c'est de la précarité. D'une façon la ligne rouge, c'est qu'il faut plus d'emplois, mais mieux d'emplois. Si les employeurs remettent toujours les mêmes personnes au chômage, et donc, entre parenthèses, grève le coût de l'assurance chômage, mais précarisent la personne, ils paieront plus de cotisations d'assurance chômage, et si au contraire ils embauchent plus en CDI, moins. Alors les négociations, elles achoppent notamment sur la question du bonus-malus sur ces contrats courts. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, Jean-Sébastien Ferjou ? Non, je pense que c'est une idée catastrophique parce qu'il y a incontestablement, comme le souligne Madame Pénicaud, des entreprises qui abusent du système, mais il y a aussi des entreprises qui tout simplement sont victimes du contexte, voire de la demande de leurs salariés, parce qu'il y a un certain nombre de secteurs où les salariés eux-mêmes ne souhaitent pas de CDI parce qu'ils jonglent entre différents emplois et différents statuts et qu'ils alternent des périodes d'activité ou des périodes de chômage en reconstituant l'endroit. Et ça, c'est un phénomène réel. Après, moi je trouve qu'on prend le problème à l'envers. Plutôt que de se poser la question des CDD, posons-nous la question du CDI. C'est-à-dire il devrait y avoir un contrat unique avec des droits qui augmentent dans le temps. Et donc pour les entreprises, ce serait moins angoissant parce que si vous recrutez quelqu'un et que ça se passe mal, ou si vous recrutez quelqu'un et que votre activité se retourne très vite, une petite entreprise en général, elle est paniquée à cette idée-là. Donc je pense que le gouvernement est en train, sous la pression de son aile gauche probablement, de céder à cette logique du bonus-malus qui se révélera désastreuse parce qu'à l'arrivée, ça ne changera rien à la situation des précaires qui existent. Un contrat, un CDI avec des droits qui augmentent au fil du temps. Là, nous, on va être radicalement en désaccord parce que pour le coup, nous sommes hostiles à la question du bonus-malus, mais à l'inverse, parce que nous ne voyons pas, nous pensons qu'il faut que la loi, elle fixe une règle. Et nous ne voyons pas en quoi il y aurait à féliciter des entreprises du fait qu'elles respectent une règle. Et nous considérons que la règle doit être celle, que la norme doit être celle du contrat à durée indéterminée. Et nous pensons que ce n'est pas la question de l'emploi en France. La question de l'emploi en France, elle n'est pas liée. Il y a des secteurs où ce n'est pas forcément adapté. L'hôtellerie, par exemple, l'hôtellerie-restauration. Alors, il y a des branches, il y a des etc. pics, des baisses d'activité. Mais en réalité, la loi travail, ce qu'elle contribue à faire, et ce que contribuent à faire toutes les dernières lois en la matière, c'est de précariser l'emploi. Et ce n'est pas en réduisant les durées des contrats que vous luttez contre le chômage. Bien au contraire. Ce n'est pas en facilitant le licenciement que vous luttez contre le chômage. Vous créez surtout des licenciés et des chômeurs. Donc la vraie question, vous avez parlé tout à l'heure de la croissance, c'est la vraie question. Est-ce qu'on a des politiques aujourd'hui qui permettent de créer de l'emploi en France ? De quoi les entreprises ont-elles besoin ? Elles ont besoin qu'on sorte de cette logique. La logique est celle de la politique de l'offre qui est appliquée par le gouvernement, qui est une logique de la baisse de l'investissement, qui fait qu'en réalité, il devient difficile de créer de l'emploi aujourd'hui en France parce que vous avez tout le logiciel serait à changer. Il faudrait repasser à une politique de la relance, à une politique de relance par une politique de la demande et pas de l'offre. Et pour ça, il faut un État qui accepte d'investir. Et c'est tout le logiciel qu'il faut revoir parce qu'aujourd'hui, on a des suppressions de 120 000 fonctionnaires. Ça fait aussi potentiellement du chômage en plus. Des suppressions d'emplois aidés, n'en parlons pas. Mais on a une politique d'austérité budgétaire qui fait que l'investissement n'est pas favorisé. À 3,5% de déficit,
déficit, on ne peut pas soutenir qu'on est dans une politique d'austérité budgétaire. Oui, si, parce que tout dépend. Non, mais l'Allemagne, elle est cette année, les chiffres sont sortis ce matin, 53 milliards d'euros d'excédent, ce qui pour le coup est complètement fou et qui grève l'économie européenne. Mais vous ne pouvez pas soutenir qu'on est dans une politique d'austérité, c'est complètement bien sûr que absurde. Si, parce que ça dépend si votre déficit il sert à rembourser une dette ou à rembourser même des intérêts de la dette, ou il sert à investir. Par exemple, si vous investissez dans des écoles, si vous investissez dans des hôpitaux, si vous investissez, et c'est urgent et plus qu'urgent dans la transition écologique, vous créez de l'emploi, vous créez de la richesse. Et investir dans des énergies renouvelables qui n'existent pas, non, c'est du gâchis absolu. Pourquoi investir dans des énergies renouvelables qui n'existent pas, monsieur ? Vous parlez de la transition écologique, n'existe pas. Vous avez décidé que c'était fini, la planète allait s'effondrer. Et non, mais vous avez décidé que l'électricité, ça stockait, sauf que ça ne stocke pas. Non, mais si, mais tous les pays qui se sont engagés dans cette voie-là ont fait... non, mais pardon, mais il se trouve que le vent, ça ne souffle pas en permanence, il se trouve que le solaire, il n'y en a pas tout le temps du soleil, et que personne... oui, mais que donc il y a des moments où il y a plus d'électricité produite qui ne sont pas nécessairement les moments où les entreprises en ont. Donc il faut privatiser EDF. Ce que vous dites n'a pas... Excusez-moi, monsieur, mais on pourrait s'inscrire dans un débat scientifique. C'est une règle de base, aussi longtemps que nous ne saurons pas stocker l'électricité, investir dans des énergies renouvelables qui n'existent pas sera du gâchis. On ferait mieux d'investir sur des techniques de recherche en matière de décarbonation. Ça ne contribue qu'à quoi ? Ça ne contribue qu'à monter artificiellement les prix de l'électricité. Vous êtes en train de réduire le débat. Quand je parle de l'investissement, c'est l'investissement. Attention, il y aurait l'investissement dans une agriculture biologique. Il y a l'investissement dans des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, vous êtes en train de vous créer de la polémique sur la question des types de production d'électricité. Mais on pourrait mettre en place un plan de sobriété, on pourrait mettre en place un plan d'investissement dans un certain nombre, notamment l'énergie marémotrice, etc. C'est un autre sujet. Mais oui, mais vous voyez, vous réduisez le débat, alors que justement la transition écologique, elle nous permettrait de remettre énormément, notamment de personnes dans une agriculture. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui ne peuvent plus vivre de leur travail, et il y aurait tout un investissement à faire pour avoir une filière agricole en France et une souveraineté alimentaire en France qui développerait des filières d'emploi. Vous pourriez avoir une protection de l'industrie en France qui relocalise l'économie et qui crée de l'emploi. Mais c'est impossible parce que c'est le libre-échange et c'est l'austérité qui prime dans l'ensemble de l'Union européenne. Vos arguments. Il nous reste moins de 10 minutes. Je voudrais qu'on traite un nouveau thème dans Ça se dispute avec ce livre choc sur l'homosexualité au Vatican, avec ce titre Sodoma. Le journaliste et sociologue Frédéric Martel a enquêté pendant 4 ans. Il décrit non pas un lobby gay, mais une normalité homosexuelle au Vatican. Je le cite, plus on monte dans la hiérarchie catholique, plus il y a d'homosexuels. Il a interrogé 1500 personnes, dont 41 cardinaux, 52 évêques, 45 nonces apostoliques. Voilà, c'est une enquête de longue durée. Jean-Sébastien Ferjou, le procédé d'abord. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est choquant d'enquêter sur la sexualité des prélats ? Si on en parle de manière générale, c'est autre chose que de désigner ce que fait de manière assez marginale Frédéric Martel, des gens en particulier, parce que ça c'est de l'outing, et pour le coup, leur vie privée... Il décrit un phénomène. Il décrit un phénomène, d'autant que ce qu'il décrit beaucoup, c'est des gens qui sont dans ce qu'il appelle l'homophilie, c'est-à-dire des gens qui sont dans peut-être une attirance homosexuelle, mais sans nécessairement la pratiquer, même s'il parle aussi de gens qui vivraient en couple. Donc après, ça existe, de toute façon, ça existe au sein de l'Église, c'est une réalité qu'on connaît depuis longtemps. La question est, à quoi ça sert d'en parler? Qu'est-ce que ça permet de montrer vraiment? Et justement, je ne vois pas bien ce que ça apporte véritablement au débat. C'est-à-dire que, comme un sujet d'enquête sociologique, si on considère que les prélats sont une peuplade à étudier, pourquoi pas? Mais dans un débat, public ou politique, je ne comprends pas bien. Sarah Legrain. J'ai un peu la même gêne, c'est-à-dire que moi je suis invitée ici en tant que militante politique, en plus d'une formation qui est particulièrement attachée à la laïcité. Donc commenter finalement des pratiques qui ont lieu au sein de l'Église, vous voyez l'objet de l'étude, c'est qu'est-ce qui se passe au sein de l'Église, me pose un peu un souci, que ce soit commenter les règles qui sont les règles de l'Église et qui au fond ne concernent pas le politique, ou que ce soit les pratiques des membres du clergé de l'Église. Donc ça crée cette première gêne. Après, à titre personnel, moi, d'apprendre que des gens ont des attirances sexuelles et ont une vie sexuelle, ma foi, c'est plutôt quelque chose qui me réjouit personnellement et sur lequel je ne vois pas qu'on ait de discours ou de critique ou de condamnation. Dans ce livre, on en a lu quelques extraits dans Le Point. Moi, je n'ai pas pu lire le livre in extenso, mais Frédéric Martel décrit un double langage, une hypocrisie avec parfois les prélats qui tiennent les discours les plus homophobes, qui sont eux-mêmes dans leur vie privée homophiles ou homosexuels.
C'est ça, il y a deux choses, je trouve, assez distinctes dans le livre. Il y a des aspects qui peuvent être intéressants, justement, en montrant comment souvent ceux qui sont les plus homophobes sont aussi ceux qui sont homosexuels, par une espèce de réaction assez classique, somme toute, de dégoût de dégoût de soi-même. Ouais. Il y a aussi la culture du secret qui va avec et qui a pu expliquer peut-être que l'Église ferme les yeux, même s'il n'y a aucun lien, et Frédéric Martel d'ailleurs prend soin de le préciser, entre homosexualité et pédophilie. Bien sûr. Le seul point commun étant la culture du secret visant à étouffer justement une affaire. Donc ça peut être intéressant. Mais ce point commun, il est important. La culture de secret, ça a pu jouer dans ces aspects-là sont plus intéressants. Les décennies d'omerta au cours Exactement. Ces aspects-là posent des questions qui sont plus intéressantes. Maintenant, je trouve malgré tout qu'il y a une espèce de prisme assez obsessionnel dans ce livre, parce que pour connaître quand même un petit peu le Vatican, moi aussi, alors certainement moins que Frédéric Martel, et pas dans les mêmes circonstances, ça me paraît quand même assez... c'est-à-dire que le tableau final, pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle réellement, ça décrit des choses réelles, mais l'image qu'on en retient finit par être fausse tellement le prisme est obsessionnel. Un mot sur la culture du secret. Moi, je trouve que c'est plus sur la question de l'homophobie que j'ai envie de revenir, parce que pour le coup, évidemment, on sait les propos homophobes qui peuvent être tenus par l'Église. Évidemment, c'est des propos avec lesquels je suis en parfait désaccord. Et de me dire que vous avez ces hommes qui vivent dans leur chair, dans leur désir, peut-être dans leur pratique, l'homosexualité et qui expriment des propos homophobes, évidemment, me désole au plus haut point. Après, je me méfie du discours sur la culture du secret, parce que je vois que ça permet quand même, tout en disant que ça n'a aucun rapport, de tracer un fil entre la question de l'homosexualité et la question de la pédophilie, qui n'ont absolument, strictement aucun rapport. Rien à voir. Alors, le fait que l'Église se dote de règles de célibat, c'est bien le choix, ma foi, d'une Église et d'un clergé. Que des personnes acceptent d'être membres d'un clergé alors qu'ils ont des désirs et qu'ils ont envie éventuellement de les assouvir, eh bien, c'est leur propre choix. C'est très, très différent de la question de couvrir des crimes qui sont les questions des affaires de pédophilie, où là, il y a des crimes qui sont commis et une Église complice par le silence qu'elle instaure. Et je crois que c'est vraiment très, très important de distinguer les deux aspects. Sinon, on participe justement à de l'homophobie ambiante, puisque le lien entre homosexualité et pédophilie est souvent quelque chose qui est relayé dans le discours homophobe. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Et après, moi, je pense qu'il faut aussi regarder ce qu'on appelle homophobie dans les débats contemporains, parce que considérer que les homosexuels seraient des gens moins dignes ou des êtres dégénérés ou je sais pas quoi, comme on a pu l'entendre parfois dans la bouche de certains prélats, c'est évidemment inacceptable et scandaleux, et en plus ça trahit la logique même de ce qu'est le sens de l'évangile et de l'amour pour son prochain. Après, qu'on appelle homophobie le fait que l'Église puisse tenir des propos plus conservateur, par exemple, contre le mariage pour tous, en considérant que le mariage joue sur la différenciation sexuelle et que la famille est composée d'un homme et d'une femme, à mon sens, on peut ne pas être d'accord du tout avec ces propos-là. On peut les combattre, on peut considérer que l'Église n'a pas son mot à dire dans le vote des lois. En revanche, ça n'est pas de l'homophobie. Il y a quand même aussi une frontière à établir là-dessus. Maintenant, moi, sur ce livre-là, vous savez, ça me rappelle Oscar Wilde qui disait que le catholicisme était une religion pour les pécheurs et pour les saints, ou pour les putes et pour les saints, d'ailleurs, je crois plus précisément, et que le protestantisme était pour les gens convenables. Bon, puisqu'on parle d'homophobie, est-ce que la mesure, on va terminer là-dessus, qui a cet amendement qui a été rajouté à la loi sur l'école, voté à l'Assemblée, amendement qui consacre l'homoparentalité avec cette possibilité de répondre à la question parent 1, parent 2, voilà ce qui apparaîtra sur les formulaires scolaires. Est-ce que ça peut créer un regain d'homophobie d'après vous ? Écoutez, c'est un amendement qui est parfaitement cohérent avec le fait dans notre pays de décider que nous ne distinguons pas entre des couples homosexuels et des couples hétérosexuels. Et moi, je suis assez désolée. D'ailleurs, je suis moi-même enseignante et je constate que, je ne sais pas si c'était mon lycée qui était en avance, mais moi, je remplis déjà, il y a déjà des documents remplis par les parents, représentant légal 1, représentant légal 2. Mais ça ne change rien à la façon dont les enfants, évidemment, perçoivent leurs parents. Les enfants savent comment ils appellent chacun de leurs parents. Ils savent dans quel type de famille ils vivent. Mais par contre, ça permet à toutes les familles d'être respectées. Et moi, ce qui me désole, c'est que cet amendement-là, déjà a été adopté contre l'avis même de notre ministre de l'Éducation nationale, qui y était hostile, et réveillé finalement des polémiques qui font diversion totale sur le caractère autoritaire et le caractère
inégalitaire des réformes scolaires qui ont été adoptées et qui sont en cours d'adoption. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait attirer le débat. On va pas je ouvrir regrette le débat qu'on n'ait pas sur le temps de le l'école, faire là, mais faites-le une prochaine fois, demain peut-être. On le fera certainement. On l'a déjà fait d'ailleurs. On a déjà débattu de la loi sur l'école dans cette émission. Un mot sur cet amendement, Jean-Sébastien Ferjou. Je le trouve choquant, pas parce qu'il ne faudrait pas éventuellement permettre à des familles différentes d'avoir des formulaires qui prennent en compte cette différence, mais parce que là, on est en train de nier une réalité qui est quand même ancrée dans la nature humaine, en quelque sorte, et qui est la différenciation sexuelle. Que certaines familles fonctionnent avec 2 pères ou 2 mères, oui, c'est le cas, et voilà, et il n'y a rien à en dire. Moi, en tout cas, je n'ai rien à en dire. Je suis persuadé que des couples homosexuels peuvent élever des enfants. Mais qu'on nie la différenciation sexuelle, que le rôle d'un père, sociologiquement, culturellement, émotionnellement, ne soit pas le même que le rôle d'une mère, pour le coup, je trouve ça profondément choquant parce que c'est une forme d'autoritarisme qu'on impose aussi à la société. Si. Allez, on termine là-dessus. Vous allez devoir continuer le débat en dehors de cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Ça se dispute.